Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Elles font partie des pépites industrielles en matière de savoir-faire, de qualité et d'innovation. Notre département compte de belles entreprises qui sont connues dans le monde de la production haut de gamme, voire très haut de gamme, de l'hôtellerie de luxe aux grandes fortunes de ce monde, en passant par des particuliers exigeants. Leurs clients aiment les choses bien faites. Avec nous sur ce plateau, Paul de Monclos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Garnier Thiebaud, évidemment à Gérardmer, et vous êtes aussi le président de France Terre Textile, dans un premier temps de Vosges Terre Textile, puis de France Terre Textile. C'est parfait, c'est exactement ça. Évidemment, avec vous, on va parler de textile haut de gamme. Anne Gérard, bonjour. Bonjour. La PDG de Cuno Blandin à Liffol-le-Grand et présidente de Made in Grand Est. On va se détailler tout cela dans quelques instants. Bien sûr, Made in Cuno Blandin, on est sur le mobilier, principalement fauteuil et canapé, évidemment en bois très haut de gamme. Et enfin, Jean-Michel Petitjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable directeur export chez Debuyer au Val d'Ajol. Debuyer, évidemment, nous sommes sur les ustensiles de cuisine. Alors, j'allais dire ustensiles de cuisine haut de gamme, certes, mais il y a aussi, ça s'adresse aussi évidemment à des cuisiniers amateurs exigeants. C'est bien ça. Voilà, vous avez une part importante de votre chiffre d'affaires qui s'adresse, qui est fait par le grand public précisément. Allez, alors l'idée de cette émission, c'est de faire un petit peu le point sur un événement qui a eu lieu au mois de novembre, qui s'appelle Équipe Hôtel, qui est le salon de référence, alors j'ai envie de dire en France, mais peut-être un peu à travers le monde aussi, donc de l'hôtellerie. Et puis il y a le salon Syrah, là on est plus sur la gastronomie, et forcément c'est à Lyon, et ce sera en janvier prochain, c'est ça ? C'est bien ça. Voilà, le salon Syrah, où vous serez, vous, Debuyer. Paul de Monclos, ça vous parle, ça vous va ça comme présentation, je veux dire le haut de gamme, voire le très haut de gamme, mais avec une clientèle de professionnels et de particuliers exigeants. Oui, c'est tout à fait ça. Ça traduit bien le virage que mon entreprise a pris il y a maintenant une quinzaine d'années, avec l'idée que de toute façon la bataille des prix était perdue pour nous. Ouais. Et donc il fallait se lancer dans une stratégie où on puisse valoriser tout ce travail-là et tout notre savoir-faire, et donc effectivement de proposer à des clients qui sont susceptibles de payer le prix un produit qui réponde à un certain nombre de critères de référence, la qualité étant maintenant une non-question, mais nous on s'est battu sur les petites séries, la réactivité et la créativité, c'est ça qui et la créativité, la créativité esthétique et l'innovation technique, évidemment. Oui, et jusqu'au service. On en reparlera, mais c'est presque une lapalissade, mais bien évidemment, on vend des produits, mais de plus en plus, on vend un service qui va de la conception jusqu'à la livraison dans les chambres ou dans les restaurants. D'accord, et l'aventure se poursuit depuis 1833 en ce qui concerne Garnier Thiebaud. Voilà, marque de référence évidemment dans le monde de l'hôtellerie notamment, et marque emblématique de notre département. Anne Gérard, le bois de Liffol-le-Grand, le mobilier de Liffol-le-Grand, le savoir-faire de Liffol-le-Grand en la matière perdure. Quelques belles entreprises comme la vôtre évidemment, Cuno Blandin, on pense bien sûr à Henriot également. Et puis il y a ce regroupement, donc Made in Grand Est. Voilà, l'idée c'est de valoriser ce savoir-faire lorrain autour du travail du bois dans le mobilier principalement. Complètement. Alors, on a bien sûr, oui, ces entreprises à Liffol-le-Grand que vous avez citées, Cuno, je suis un peu impoli en citant en premier, Henriot, pour les plus connus. Henriot, Laval, qui sont allés sur un secteur très haut de gamme, avec le même constat que faisait Paul, en se disant ce positionnement nous permettait de nous démarquer. Il y a et donc de se maintenir et d'être pérenne. Complètement. Il y a une trentaine d'années, notre clientèle, c'était des magasins de meubles indépendants dans toute la France. Aujourd'hui, ils ont été remplacés par des chaînes de magasins. Donc, les gens vont acheter une salle à manger, une chambre à coucher, un salon complet dans ces magasins et dans ces chaînes de magasins. On n'avait plus notre place dans ce domaine, donc il fallait se démarquer en allant toujours plus haut, en ayant toujours une exigence supérieure, en travaillant avec des décorateurs et également en apportant ce service de cette petite série. Chez Cuno, quand on fabrique une série de 6 chaises, c'est déjà une série. Et il n'y en a que 6 et
On personnalise complètement les produits qu'on fabrique. On fait du sur-mesure en Voilà. permanence. Vous Et n'êtes voilà. que sur du sur-mesure Voilà. par rapport à Garnier Thiebaud et évidemment par rapport On à a quelques Dubillet. collections, donc on fait quand même des meubles de nos collections, mais toujours personnalisés, avec un tissu choisi par le client, avec une finition choisie par le client. Donc c'est ce qui nous démarque beaucoup. Il y a d'autres entreprises du secteur de l'ameublement, et là je parle de nos confrères qui sont à l'association Made in Grand Est, qui sont un peu, qui ont pris d'autres orientations. Il y a énormément de travail dans l'aménagement, dans les dressings, dans les cuisines, dans tous ces produits qui se vendent aussi énormément, Mhm. dans tout ce qui est Alors autour là, de l'agencement. on n'est pas Et sur là, du, on n'est pas on sur est du haut plus de gamme, sur on est sur du gros volume, on est mais plus sur du volume et peut-être un peu moins haut de gamme, mais on reste sur des marchés où il y a de réelles demandes. Et il y a de nombreuses, même petites structures, qui font de l'agencement haut de gamme, hein, pour des chantiers privés, et qui se sont vraiment spécialisés, qui ont oublié, qui ont mis de côté complètement cette fabrication de meubles traditionnels en bois massif ou cette fabrication de sièges, et qui se sont reconvertis vers de l'agencement haut de gamme et qui réussissent également très très bien. on pense évidemment, notamment à Châtenois, à WM88, Oui, bien je sûr. pense aussi à l'entreprise Dominique Adam, à beaucoup plus petite taille, mais qui a Neuchâteau et qui fait des très très beaux agencements. Il y a de nombreuses entreprises dans les Vosges et dans la région Grand Est qui font de l'agencement et qui réussissent très bien et qui se sont fait une très belle place. De Buyer, au Val d'Ajol. Vous êtes installé depuis 1830, excusez du peu. On est évidemment sur les ustensiles de cuisine. Alors, haut de gamme, je ne sais pas si on peut parler de haut de gamme en termes d'ustensiles de cuisine. De qualité. De qualité. De Voilà. qualité, plus que de dissocier les gammes. La société a été façonnée par le monde du professionnel. Nous sommes au service des utilisateurs professionnels dans la cuisine et la pâtisserie. Et c'est vraiment ça qui a façonné la façon dont nous les fabriquons. Nous sommes vraisemblablement une des seules sociétés dans notre secteur d'activité à savoir transformer un vaste choix de matériaux, que ce soit le cuivre, que ce soit l'acier, que ce soit l'inox, l'aluminium anti-adhésif, le silicone, et ainsi de suite. Donc tout ceci, tous ces savoir-faire ont été additionnés par les usages des professionnels. Combien de références aujourd'hui chez De Buyer? Alors, environ il y a 3000. de l'ustensile. Quand on parle de l'ustensile, on parle évidemment de la cuillère de service ou de préparation à la casserole, à la cuisson. Trois grands domaines, hein, la cuisson, la préparation et la coupe. Si on met dans l'ordre, c'est plutôt préparation, cuisson, coupe, pour être plus précis. Au niveau vous avez dit des professionnels, certes, mais aujourd'hui, les professionnels ne représentent que 60% de votre chiffre d'affaires. Alors, c'est sûr que... Enfin, que 60%. Oui, on peut dissocier en fait deux périodes. Il y a eu la période avant Covid et la période depuis Covid. Et ça a eu un gros impact pour nous. Avant Covid, on était essentiellement tourné, et ça représentait encore le plus gros de l'activité, c'était les professionnels de la restauration. 2020, je ne vais pas refaire l'histoire, vous la connaissez tout aussi bien que moi. Malheureusement, les professionnels de la restauration ont beaucoup souffert en 2020 et toutes les personnes finalement qui sont restés en confinement se sont rendus compte qu'ils avaient une cuisine, c'était peut-être une pièce qu'ils avaient délaissée jusqu'à présent, qu'ils ignoraient, et ils se sont rendus compte que leur matériel n'était pas forcément au niveau d'une préparation et d'une cuisine de tous les jours. Et tous ces gens-là, amateurs de cuisine, recherchaient du matériel de qualité et l'ont trouvé à la fois chez nos revendeurs spécialisés, également sur Internet. Et ça va crescendo aujourd'hui, vous vous dites... Alors il y a eu 2 années très fortes, 2020-2021 ont été effectivement des années porteuses, puisqu'on a eu... les passionnés de cuisine qui ont réinvesti leur cuisine et qui ont investi dans le matériel. 2022, cette année, est plus difficile. Il y a forcément ce qu'on appelle un effet de correction que l'on connaît notamment en bourse. Mais on s'inscrit sur des tendances longues. Donc même si conjoncturellement, ponctuellement, l'année 2022 est un peu plus difficile que 2021, qui était exceptionnelle et que
que l'on doit structurer pour rester à ce jeune niveau d'activité. On sait qu'à moyen et long terme, nous sommes sur des tendances longues. Anne Gérard, ce savoir-faire vosgien que vous représentez tous les trois, vous le ressentez à l'étranger? Est-ce qu'il est connu? Est-ce que c'est du savoir-faire français ou est-ce qu'il y a cette petite spécificité régionale, voilà, allez, le nord-est de la France, dans les Vosges, pas très loin de Strasbourg, entre Strasbourg et Paris, il se passe quelque chose dans le haut de gamme? Quand on parle déjà de la France, c'est déjà bien à l'étranger. Ouais. Et je pense que alors, je vais parler du mobilier, je ne sais pas ni pour le textile, ni pour ce que vous fabriquez chez vous. Mais le savoir-faire français au niveau du mobilier est encore très, très reconnu et très apprécié à l'étranger. Et dans beaucoup de pays, aux États-Unis, dans le monde entier, notre savoir-faire est reconnu. Après, aller situer les Vosges sur la carte de France pour les étrangers, C'est un peu plus compliqué. Ils connaissent bien Paris. Vous avez tous les Voilà. trois des showrooms, évidemment, des retailers, revendeurs patentés, évidemment, à Paris notamment. Ça, c'est important, évidemment. Vous avez un showroom à Paris? Alors, le Covid a fait qu'on a fermé le showroom. Ah, vous l'avez à fermé, Paris. d'accord, pardon. Mais on avait, oui, à Paris, le showroom. Aujourd'hui, on n'a pas rouvert encore. On hésite encore à refaire quelque chose. Pour la simple et bonne raison que c'est difficile de faire venir, ça peut être difficile de faire venir des prescripteurs à l'IFOL-le-Grand pour vous leur montrer. Mais alors, c'est peut-être un effet du Covid, je ne sais pas du tout. Mais depuis quelque temps, les prescripteurs reviennent plus facilement à l'IFOL que les dernières années. Ah, d'accord. On en prend soin, c'est-à-dire J'imagine. qu'on leur propose de prendre le TGV jusqu'à Nancy, et à Nancy, on va les chercher. Ouais. Donc, on les amène en voiture jusqu'à l'IFOL-le-Grand. Mais on a cette chance, oui, effectivement, qu'ils reviennent beaucoup plus dans nos ateliers que les années avant Covid. Paul de Monclos, l'export, évidemment, ça représente quelle proportion? Je ne les ai pas en tête. Ça dépend des années, mais cette année, on va déplacer largement les 50%. Ok, bon, grosso modo, vous êtes tous à un peu plus de la moitié en export du chiffre d'affaires et du nombre de produits. Comment vous ressentez le marché là? Forcément, il y a eu la guerre en Ukraine. Alors nous, c'est très atypique. On fait une belle année 2022, Ouais. après une belle année 2021. Et finalement, on ne s'est pas si mal sorti du Covid. Vous l'avez dit, on a deux cibles de clientèle très différentes, l'hôtellerie et la restauration haut de gamme. Il se trouve que c'est un secteur qui continue à investir. On refait des hôtels, on les personnalise de plus en plus. Et là, on a de plus en plus notre place. Pour répondre aussi à votre question, le linge de maison haut de gamme, c'est soit italien, soit français. Donc on a une place. Je ne dirais pas vosgien, mais on a une place. Et donc quand on est sollicité dans le monde entier, c'est pour avoir cette qualité française, mais aussi cette créativité un peu latine. Avec les Italiens, on se tire un peu la bourre. Et ça nous a permis d'avoir de très beaux marchés. On équipe quelques très beaux hôtels pour la Coupe du Monde. On a été très présents aussi en Asie au moment des Jeux Olympiques de Tokyo qui nous ont bien tirés au moment où on en avait besoin. Quid de la Russie, Paul de Monclos? Ça c'est depuis, très honnêtement, depuis 2014, l'invasion de la Crimée, il y a eu un très fort ralentissement. Bon, là, c'est complètement arrêté. On a de temps en temps des sollicitations, mais on ne va pas très loin parce qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas. Ne peut pas et on ne veut pas. Les deux, oui, on ne veut pas. Alors, je suis très embêté parce qu'on a des agents qui sont très sympathiques. On a de filles qui défendent l'image de Garnier Thiebaud. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, c'est extrêmement marginal. Le marché russe est complètement saturé, fermé. Et c'est dommage parce que c'était pour nous un vrai bon marché avec une vraie appétence des Russes pour la culture française. Anne Gérard, vous avez travaillé avec la Russie, vous continuez à travailler un petit peu ou pas du tout? C'est complètement en marge également et on a perdu, 10% de notre chiffre d'affaires était fait avec la Russie. Ah, 10% quand même. Qu'on a rattrapé ailleurs, mais oui, c'est complètement fermé, comme le dit Paul. Chez Debuyer, les chefs, les restaurants russes? Alors c'est un peu la même expérience finalement. Ça a été un très gros marché. Hervé Debuyer, je ne sais pas si vous l'aviez connu. Bien sûr. Était Regretté Hervé Debuyer. Regretté Hervé Debuyer était un amoureux de la Russie.
y allait très régulièrement. Ça a été un gros marché pour nous. Et aujourd'hui, je rejoins totalement ce que disait Paul, c'est depuis 2014, l'invasion de la Crimée, ça a complètement changé les situations. Le rouble a été dévalué, divisé par 2 de mémoire. Ça rendait nos produits extrêmement chers, 2 fois plus chers, tout simplement. Et à partir de là, tout a commencé à se détricoter. Tout ce qui a été monté s'est détricoté progressivement. Et aujourd'hui, on est vraiment une portion infime, même si on sait bien qu'il y a dans le chiffre d'affaires que l'on reçoit de pays satellites, comme le Kazakhstan, on imagine bien qu'il y a une partie qui repart en Russie. Mais tout cela effectivement est arrêté par rapport à ce qui se passait avant. Déjà, 20 minutes d'émission, ça passe très vite. On aurait des tas de choses à dire, mais ce qu'on souhaite mettre en exergue, surtout au cours de cette émission, c'est le savoir-faire vosgien, votre savoir-faire ancestral, on l'a dit. Et qui dit savoir-faire dit compétences, tout simplement, et compétences qui se maintiennent de génération en génération. Paul de Monclos, quid donc de ce savoir-faire textile évidemment unique que vous avez à Garnier-Thiebaud. On n'a pas parlé, on peut peut-être l'évoquer tout rapidement avant cela. Vous travaillez bien sûr sur l'innovation et vous, le linge professionnel, le linge de table principalement, c'est le linge déperlant. Oui. Un mot très rapide là-dessus. C'est de chercher tout ce qui peut faciliter l'utilisation du textile, que ce soit dans le monde professionnel ou chez soi. Hein. C'est vrai que quand on nous disait que on ne veut pas mettre la nappe parce qu'on va la salir, il faudra faire la lessive, la meilleure solution, c'est de mettre en place un produit qui, effectivement, permette de ne pas se salir à la première utilisation. Voilà. C'est le principe du déperlant. Et anti-tache, évidemment, logiquement. Pour rebondir sur votre question du savoir-faire, c'est essentiel puisque nous n'avons pas de matières premières, puisque nos matières premières viennent de pays tropicaux, puisque c'est du coton. On n'a pas d'énergie, on a très peu de choses. Les deux matières premières qu'on a, c'est l'eau et notre savoir-faire. Donc, sur la partie savoir-faire, il est indispensable de tout faire pour le maintenir. Ça passe y compris par nos acteurs actuels. Il faut les accompagner. Dans une crise, on nous dit « Ah oui, mais il faut pas trop augmenter les salaires ». Nous, on est un peu obligés parce que la pire des choses, ça serait de perdre ce savoir-faire. Donc, on accompagne nos collaborateurs. Alors, il ne faut pas perdre et il faut attirer de nouveau. Il faut rendre notre métier sexy. Ce qui explique qu'on fait beaucoup de visites d'usines parce que c'est important de revaloriser l'image qu'ont la population de ce qu'est l'industrie textile, qu'on imagine bruyante, sale, pas agréable, triste. Et pour être clair, on est en recherche de personnel. Rien que dans mon entreprise, il y a une quinzaine de postes non couverts. J'ai pas dit le nombre de salariés chez vous aujourd'hui. 220. 220. Chez Counon-Blandin, c'est tout 22. petit. Vous êtes une vingtaine. Et 230 chez Debuyer, dont 170 pour la production pure et dure dans les ateliers, comme on a pu le voir tout à l'heure en image. Et donc, la question du recrutement est devenue une question essentielle, à tel point qu'à un moment, on a envisagé d'avoir notre propre école au niveau de la filière textile. Bon, on n'a pas eu les autorisations, et c'était bien dommage. Donc là, vous n'avez pas eu les autorisations? Non, on n'a pas eu les autorisations de la région. C'est-à-dire parce que ça aurait concurrencé d'autres sites de formation? Il y a des chances. Si j'avais eu l'explication, on aurait peut-être pu mieux vous répondre, mais à la date d'aujourd'hui, on n'a pas pu ouvrir ce projet d'école professionnelle. On se souvient bien sûr de l'école, je ne sais plus le terme exact, mais l'école de textile, de couturière qui était à Épinal. Voilà, la Filas. La Filas, pardon. Ouais. Ça date un petit peu forcément, mais alors, c'est dans les tuyaux pour essayer de remobiliser autour de ces métiers. La problématique, c'est que cette filière textile, elle est très longue. Parce que c'est une succession de métiers qui s'enchaînent. Et il faut aussi bien des compétences sur la filature, mais aussi sur le tricotage, le tissage, l'ennoblissement, donc la chimie, la confection, la logistique,
À ça, vous rajoutez tout ce qui est maintenant le digital ou la création. C'est des entreprises qui on couvre un spectre, et une filière qui couvre un spectre très long. Et c'est compliqué parce que le moindre poste manquant peut emmener l'entreprise dans des difficultés. Donc c'est vrai que c'est un sujet de fond. Et si je peux faire passer un message, c'est que c'est vrai que toutes les filières sont intéressantes, mais la particularité du textile, c'est cette richesse de métiers. Quelle que soit votre personnalité, votre savoir-faire, il y a forcément quelque chose à faire dans le textile. Anne Gérard, Paul de Monclos a parlé de revalorisation salariale. Vous êtes des marges des entreprises du haut de gamme, j'imagine évidemment que les marges peuvent être intéressantes, mais j'ai envie de dire la revalorisation salariale, ce n'est pas le problème principal chez vous. Hein. C'est tout simplement de trouver des gens qui sont susceptibles de faire les choses comme vous le souhaiteriez. Comme dans beaucoup de faire. secteurs, tous les salaires ont été revalorisés, bien revalorisés au niveau du bois comme dans d'autres sections. Après, c'est le même problème. Il faut attirer des jeunes. On a la chance à Liffol-le-Grand d'avoir un centre d'apprentissage dédié au métier du bois. L'AFPIA, qui fait un travail extraordinaire d'accompagnement de ses élèves, qui fait vraiment de la formation à la carte pour tous ses élèves. Mais malgré ce centre de formation, on a du mal à attirer les jeunes vers nos entreprises. Alors, comme le disait très bien Paul, quand on rentre chez Conot-Blandin, vous arrivez dans des ateliers. Et les jeunes ne sont pas du tout attirés par ces ateliers. C'est des grands bâtiments et c'est toute cette industrie de réputation, de faire du travail difficile, des charges lourdes à porter, une non-reconnaissance. Mais ça reste encore bien gravé dans l'esprit des gens. Mais ça reste encore bien gravé. Et on a voulu ces bacheliers à tout prix en France. On en a délaissé tous nos métiers. Et pourtant, ce sont des très très beaux métiers. Et aujourd'hui, on a besoin d'attirer des jeunes. Et on a besoin de donner la passion de nos métiers, parce que ça reste des métiers de passion. C'est ce que je veux dire. Voilà. Des métiers de passion et des métiers qui ont du sens. Il y a une véritable valeur ajoutée, évidemment, aux produits qui sont transformés chez vous. Complètement. Et en plus, avec cette aura, on en pense ce qu'on veut, mais avec cette aura d'export à l'international. Et même encore aujourd'hui, je suis émerveillée par ce qui sort de nos ateliers. C'est un peu du chauvinisme, mais parfois, en travaillant avec des décorateurs, on nous demande des produits... c'est très très compliqué à savoir comment le réaliser, mais une fois qu'il sort des ateliers, je suis toujours émerveillée parce que nos artisans, les gens qui travaillent chez nous, c'est des gens exceptionnels et qui arrivent à faire des produits de toute beauté. Et même en ayant l'habitude de voir des beaux produits, je reste émerveillée par certains Paul de Monclos, très rapidement. Moi, je dis, Anne dit quelque chose d'extraordinaire, et c'est tout à fait vrai. Il faut que les chefs d'entreprise ils soient émerveillés du travail qui est fait et ils soient fiers du travail qui est réalisé par leurs collaborateurs. Ouais. Et qu'ils le montrent en toute honnêteté aux collaborateurs. Absolument. Et moi, le jour où je ne le serai plus, j'arrêterai. Mais je suis bluffé parce qu'on est encore capable d'inventer et de sortir comme produit. Donc c'est effectivement, restons émerveillés. Jean-Michel Petitjean, c'est important ça. C'est donner du sens à, je l'ai dit en introduction, même si le mot chose n'est pas très joli, fabriquer, concevoir, imaginer, innover sur des belles choses, des choses bien faites. C'est ça le sens de la production réalisée. Oui, c'est le sens. Mais là, vous parlez de sens, et ça s'inscrit aussi dans la recherche de sens des collaborateurs. Et ça, c'est un point essentiel aujourd'hui. On le voit très bien lorsque l'on côtoie les nouvelles générations, les jeunes générations, que l'on dénomme les générations Y ou les générations Z, où j'ai perdu le fil. Mais ces jeunes aujourd'hui sont en quête de sens. Ils ne veulent pas juste bosser quelque part, ils veulent contribuer à quelque chose, à un projet qui leur semble riche. Alors riche pourquoi de ces difficultés de recrutement? Alors, vous-même, vous avez des difficultés de recrutement, hein, Oui, bien sûr, comme toute industrie, je pense, et je partage totalement ce qu'ont dit Paul et Anne. Vous recherchez des polisseurs, des conducteurs de machines, évidemment, et des ajusteurs. Vous n'arrivez pas à trouver ces profils. Et pourtant, justement, dans cette quête de sens, on fait tout ce qui est possible en tant que dirigeant de pouvoir accompagner et accueillir
des gens qui veulent contribuer à un projet. Nous sommes reconnus dans notre engagement sociétal, la RSE que beaucoup parlent. Responsabilité sociale des entreprises. Sociétale des Sociétale, entreprises. Ouais, excusez-moi. Sociétal, c'est beaucoup plus c'est important parce que ça englobe plus large. Exactement, c'est beaucoup plus large. Et la responsabilité sociétale des entreprises est reconnue selon une norme qui s'appelle l'ISO 26000 aujourd'hui et qui a 4 échelles, 4 niveaux. Et nous sommes la seule société dans notre secteur d'activité. Je crois qu'il y en a une vingtaine en France, vingtaine de sociétés industrielles en France qui sont reconnues au 4e niveau. Et nous en faisons partie depuis cette année. Donc nous sommes fiers. Depuis 2022, nous sommes reconnus au niveau exemplaire de notre engagement responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est extrêmement vaste. C'est notre implication dans la vie de la commune, par exemple. Comment on accompagne les clubs de sport, comment on accompagne la formation des jeunes qui rentrent chez nous, comment les partenariats divers et variés qui peuvent être sur un territoire et donner du sens à se rendre dans une entreprise. Exactement. Pardonnez-moi Jean-Michel, mais juste peut-être on arrive au terme de cette émission. Allez-y. Tout vite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Val d'Ajol, comme vous le savez certainement, vient de voir son collège fermé. Et c'est un gros frein pour nous dans notre recherche de recrutement. Ça va forcément empêcher certaines familles qui souhaitaient s'installer au Val d'Ajol. Donc ce point est essentiel à être traité et nous espérons effectivement qu'il y ait un collège prochainement. L'appel à la vigilance est compris. Merci à tous les trois, désolé, mais c'est déjà le terme de cette émission, ça passe très vite. On va évoquer juste en conclusion, si je peux me permettre, que oui, à Cuno-Blandin, vous cherchez aussi du monde, vous cherchez notamment des sculpteurs. Voilà. Sculpteurs, menuisiers, ébénistes, on cherche toujours du monde. Des emplois qui ont du sens pour fabriquer, comme je l'ai dit en introduction, des belles choses, des choses qui durent, des choses bien faites, tout simplement. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.